Bonsoir. Deuxième revue de films dans cette série des 40 films qui m'ont transformé. J'ai eu du mal à trouver de quel film j'allais parler ensuite. Ou en fait d'ailleurs j'ai pas eu beaucoup de mal, j'ai pas eu de mal du tout. Ça m'est tout de suite apparu que je voulais prendre un contre-pied radical par rapport au premier commentaire que j'ai fait. Donc euh, ce ne serait pas par ordre chronologique de sortie, par ordre chronologique de visionnage, etc. Mais vraiment, euh, dans toutes les œuvres dont j'avais envie de parler, lequel était peut-être l'une des antithèses les plus radicales par rapport à E.T. dont j'ai parlé. Et pour E.T., je revenais sur la facilité, que je pensais être celle du film. Là, l'œuvre dont je vais parler est une œuvre incroyablement difficile, compliquée, absconse. Euh, il s'agit du Prosperous Books de Peter Greenaway, qui est certainement une de ses œuvres qu'on pourrait caractériser d'œuvre ultime. Peter Greenaway est un réalisateur compliqué en lui-même. Il s'est fait connaître avec le meurtre dans un jardin anglais, puis ensuite il a réitéré le succès critique et un certain succès public qu'il a rencontré avec ce film à travers le Z et 2-0, à travers Le ventre de l'architecte, à travers Drowning by Numbers, Le cuisinier, le voleur, sa femme et son amant. Et puis, au-delà de ces films, Prosperous Books. Personnellement, j'avais vu Drowning by Numbers à sa sortie, donc j'étais assez jeune, je devais avoir 14 ans, 15 ans, 14-15 ans. Puis, Le cuisinier, le voleur, sa femme et son amant, un film très compliqué qui commence par une scène de scatophagie et qui se termine par une scène de cannibalisme. Donc vraiment des œuvres vers lesquelles on ne va pas sans une certaine armure. J'en étais arrivé à ce stade de me dire c'est un cinéaste certes intéressant et de qualité, mais est-ce que j'ai envie d'aller vers ces œuvres-là? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça me parle? Voilà. Et puis notre prof de ciné arrive un jour lors d'un cours et nous dit nous allons tous à une séance samedi matin au ciné du coin à Lyon pour voir un film dont je vous raconte l'histoire. Et il commence à nous raconter l'histoire, et l'histoire qu'il nous raconte, c'est celle de La Tempête de Shakespeare. Le samedi en question, nous allons tous voir Prosperous Books de Peter Greenaway. Et c'est un film qui est un trip extraordinaire. C'est une œuvre baroque, très 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 intellectuelle, très 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 compliquée, très 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 fleurie. Il n'y a pas un atome d'image qui n'est pas soigné, réfléchi, pensé, scénographié. Et évidemment, toutes les œuvres qui sont radicalement visuelles courent le risque de perdre en rapport émotionnel ou affectif, l'anti-E.T. Mais pour ce film, Greenaway a eu le génie de s'appuyer sur deux choses. La première, l'évidence, le travail de Shakespeare. Et quand on connaît un peu l'histoire de La Tempête, si on ne la connaît pas, le film est beaucoup plus compliqué, mais quand on connaît un peu l'histoire de La Tempête, on a entre les mains l'œuvre du génie ultime, si je puis dire, de la dramaturgie mondiale, et un génie qui, depuis, n'a jamais perdu de son lustre et de son éclat. Ce magicien qui orchestre un naufrage pour pouvoir se venger de son frère par lequel il a été exilé sur une île déserte,
Et ce magicien qui a acquis sa magie parce que il a été exilé sur cette île avec ses livres fantastiques dans lesquels il y a toute la connaissance du monde. Euh, Ce magicien est le personnage qui nous accroche au film. Et ce personnage, ce magicien, est incarné par John Gielgud. Et un acteur qui devait avoir entre 70 et 80 ans à l'époque, donc pas franchement euh, le personnage auquel on a envie de s'identifier. Et pourtant, il y a quelque chose de tellement sage, puissant et humain dans sa présence, dans sa participation, dans, dans ce film, enfin dans l'acteur même d'ailleurs, mais particulièrement dans l'acteur dans ce film, que on est porté d'un bout à l'autre par l'intrigue et par ce personnage. Euh, L'un des choix de Greenaway est d'ailleurs de doubler tous les dialogues par John Gielgud. John Gielgud reparle par-dessus tous les rôles et lit tous les rôles de la pièce. Et autant, évidemment, ça efface l'affect qu'on pourrait ressentir vis-à-vis de Miranda, vis-à-vis de tous les personnes, l'histoire d'amour, mais en même temps, du coup, ce film devient vraiment l'histoire des livres de Prospero et l'histoire de ce marionnettiste qui orchestre le monde autour de lui pour y retrouver sa place. Et, et du coup, ce film de ce maître, ce master de, de l'intellectualisme, ce film devient bien plus que ça. Ce film devient un voyage fantastique, magique, parfois fascinant, parfois dégoûtant. Il y a une scène incroyable durant la description d'un livre d'anatomie où une femme enceinte retire la peau qu'elle a sur le ventre et on voit tout l'intérieur de ses entrailles. Et tout le film est comme ça, on navigue, on ne se pose pas la question de savoir ce qui est beau et ce qui n'est pas. Tout est là, tout est, est dit. Évidemment, on ne peut pas parler de Prosperous Books sans parler de la musique de Michael Nyman, qui a fait la musique de la plupart des films de Greenaway, en tout cas jusqu'à ce moment-là. Il me semble qu'ils ont eu une tension par la suite. Mais jusque-là, Nyman avait complètement réussi à trouver avec sa musique répétitive, sa musique qui est comme une meule qui écrase les graines, il avait trouvé le parfait accord avec le côté cataloguiste obsessionnel de Greenaway. Et la musique de Prosperous Books est d'une richesse incroyable. On, on passe d'airs lyriques chantés par différentes Sarah Leonard, je crois, une soprano, Ute Lamper chante l'un des personnages. Enfin, on a vraiment un habillage sonore qui est un personnage en lui-même. Donc, dans ce film, tout y est. La beauté de l'image, la puissance de la narration, le merveilleux panorama musical, tout est là. Et la dernière chose sur laquelle je parlerai, c'est à mon avis peut-être l'essence même du film, et c'est là encore un trait de génie de Greenaway, l'essence même de ce film est durant le générique de début. Le générique de début est un très lent et très immense travelling latéral durant lequel on suit Prospero, à qui on enfile sa cape de magicien au début du plan et qui traverse tout un décor, mais abracadabrant, jusqu'à arriver, me semble-t-il, je me trompe peut-être, jusqu'à la chambre de sa fille Miranda. Et ce travelling très lent, très régulier, où Prospero est accompagné par des danseurs, dont des danseurs nus, dans une forme de danse contemporaine complètement incroyable, ce travelling, je crois, représente particulièrement le film. Et l'une des choses qui est exceptionnelle, c'est que ce travelling qui a dû coûter une
somme incroyable à mettre en place, ne sert à rien. Il n'a aucune place autre dans le film que celui de faire défiler le générique de début. C'est du genre comment jeter de l'argent par les fenêtres, entre guillemets, ou comment plutôt aller jusqu'à soigner le début même, la création même de, de la narration cinématographique. À travers ce plan, qui est une merveille absolue, Greenaway nous dit il n'y a pas un quart de dixième de seconde de mon film que je n'aurais pas soigné avec la, la rigueur et la précision et l'obsession du détail du peintre le plus précis de toute l'histoire de la peinture. Alors pourquoi avoir intégré ce film dans la liste des films qui m'ont transformé radicalement? Parce que je pense que jusqu'à Prospero's Book, j'étais encore énormément dans l'esprit qu'une œuvre trop esthétisante, une œuvre trop intellectuelle, était une œuvre qui perdait en humanité et en vibration émotionnelle. Et Prospero's Books m'a montré deux choses. D'une part, que un esthétisme absolu et foisonnant crée une émotion. Et donc, que l'esthétisme n'était pas forcément froid, que parfois il était ravissant et submergent. Et l'autre chose que Prospero's Books m'a appris, c'est avec une déferlante, avec vraiment une vague qui a déferlé sur moi, c'est que il suffit parfois de trouver un point d'accroche pour que l'intellectualisme du film laisse sa place à un rapport intime et humain et très émotionnel. Et pour moi, cette accroche, ça a été le travail de Shakespeare, le fait que que La Tempête soit la dernière pièce de Shakespeare, que Greenaway utilise une sorte de comparaison entre lui, le personnage Shakespeare, qui travaille sur son monde de marionnettes et qui nous dit à travers le film je suis le grand manipulateur qui essaye de me réconcilier avec le monde. Donc voilà, c'est vraiment ce que le film m'a appris. Qu'il n'y avait pas de mur infranchissable et que l'œuvre la plus parfaite est celle qui réussit à avoir les deux. Aussi bien la puissance affective que la puissance intellectuelle.